Changer sa vie ne demande pas forcément des années. Parfois, de simples habitudes, appliquées avec constance et sagesse, peuvent transformer notre manière de penser, de ressentir et d'agir en très peu de temps. Inspirées par la philosophie stoïque, certaines pratiques nous apprennent à développer la paix intérieure, la résilience et la clarté d'esprit. Ce sont des outils puissants pour avancer avec plus de sérénité dans un monde souvent chaotique. Chaque petit geste conscient ouvre la porte à une grande transformation. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 habitudes stoïques qui ont profondément changé ma vie en seulement une semaine. En les intégrant à votre quotidien, vous pourrez cultiver un esprit plus calme, une vision plus équilibrée et une force intérieure durable. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Habitude 1. Visualisation négative. Imaginez ceci. Demain, vous perdez votre emploi, votre téléphone tombe en panne, ou quelqu'un que vous aimez vous critique durement. Ça fait peur, n'est-ce pas? Pourtant, les stoïciens recommandaient justement cet exercice. Se représenter mentalement le pire pour s'y préparer. Ce n'est pas du pessimisme, mais une armure contre les coups du destin. En visualisant ces scénarios, vous réalisez que même les situations difficiles sont surmontables. La peur de l'échec ou de la perte nous paralyse souvent, mais quand on l'affronte dans sa tête d'abord, elle perd de son pouvoir. Par exemple, si vous craignez un licenciement, imaginez-vous déjà en train de postuler ailleurs, de réduire vos dépenses, ou même de rebondir vers un nouveau projet. Le stoïcisme nous enseigne que l'anticipation détruit l'anxiété, car ce qui nous terrifie est souvent bien pire dans notre imagination qu'en réalité. Et si tout va bien, alors cette pratique devient un outil de gratitude. En pensant à la perte possible de ce que vous avez, santé, relations, biens, vous apprenez à en savourer la valeur ici et maintenant. Combien de personnes ne réalisent qu'elles tenaient quelque chose pour acquis seulement après l'avoir perdu? La visualisation négative inverse cette tendance. Elle vous rend conscient de votre chance avant qu'il ne soit trop tard. Critique, rejet, échec. Personne n'y échappe. Mais au lieu de les subir comme des surprises douloureuses, les stoïciens proposent de les intégrer à notre routine mentale. Quand vous envisagez calmement ces obstacles potentiels, ils deviennent moins effrayants. Vous développez une résilience qui vous permet de rester debout, même quand la vie vous bouscule. C'est ça, la vraie force. Ne pas éviter les tempêtes, mais apprendre à danser sous la pluie. Prenons un exemple concret. Vous avez un discours important à prononcer. Au lieu de redouter le trou de mémoire ou les regards critiques, visualisez ces scénarios à l'avance. Que feriez-vous? Respirez profondément, sourire, improviser. En vous y préparant, vous transformez la peur en simple défi technique. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans problème, mais une manière plus sereine de les traverser. Certains diront que c'est morbide de penser au malheur possible. Mais en réalité, c'est une libération. Quand vous acceptez que tout peut changer, y compris ce que vous chérissez, vous arrêtez de vivre dans la crainte permanente. Vous appréciez les bons moments sans être obsédé par leur fin. C'est comme regarder un coucher de soleil en sachant qu'il va disparaître. Cela le rend plus beau, plus précieux. Cette habitude ne consiste pas à ruminer dans l'angoisse, mais à exercer son esprit comme un muscle. Quelques minutes par jour suffisent. Et si mon train avait du retard? Et si ce projet échouait? En trouvant des solutions à l'avance, vous gagnez en confiance. Les stoïciens appelaient cela la préméditation des maux. Non pour souffrir deux fois, mais pour ne plus être pris au dépourvu. Vous remarquerez que les personnes qui ont surmonté des épreuves ont souvent une sérénité impressionnante. Pourquoi? Parce qu'elles ont touché le fond et découvert qu'elles pouvaient remonter. La visualisation négative vous offre cette sagesse sans avoir à tout perdre d'abord. Elle vous rappelle que vous êtes plus résistant que vous ne le croyez et que les échecs sont rarement des fins, mais des détours. Alors, essayez dès aujourd'hui. Prenez une chose qui vous tient à cœur et imaginez-la disparaître. Ressentez cette peur, puis demandez-vous « Comment pourrais-je avancer malgré tout ?» Vous verrez, le soulagement qui suit est immense. Car au fond, le bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de notre façon de les accueillir. C'est là tout l'art du stoïcisme,
vivre pleinement, sans illusion ni fragilité inutile. En intégrant cette habitude, vous ne contrôlerez pas l'imprévisible, mais vous contrôlerez vos réactions. Et c'est là que réside la vraie liberté, dans cette paix intérieure que rien ne peut briser. Alors, prêt à affronter vos peurs pour mieux les dompter? Habitude 2. Gratitude quotidienne. Imaginez vous réveiller chaque matin en remarquant d'abord tout ce qui ne va pas. Le café trop chaud, un email énervant, les transports en retard. Maintenant, imaginez l'inverse. Vous ouvrez les yeux et votre premier réflexe est de penser à ce lit douillet, à l'eau chaude de la douche, au sourire d'un proche. Ce simple changement de perspective transforme tout. Les stoïciens le savaient, la gratitude n'est pas une émotion vague, mais un exercice puissant pour cultiver la paix intérieure. Nous passons notre temps à courir après ce que nous n'avons pas. Plus d'argent, une meilleure maison, plus de reconnaissance. Pourtant, le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans la capacité à apprécier ce qui est déjà là. Épictète, un grand philosophe stoïcien, disait « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » En d'autres termes, arrêtez de vouloir contrôler tout ce qui vous entoure et commencez à voir la beauté de ce qui existe déjà. Pratiquer la gratitude, ce n'est pas nier les difficultés ou se forcer à être positif à tout prix. C'est simplement entraîner son esprit à remarquer les petites victoires, les moments de grâce, les détails qui rendent la vie plus douce. Un rayon de soleil sur votre bureau, une conversation légère avec un collègue, le goût d'un fruit mûr. Ces choses semblent banales, mais ce sont elles qui tissent la trame d'une existence heureuse. Comment faire concrètement? Tenez un journal de gratitude, même mental. Avant de dormir, repensez à 3 choses, même toutes petites, qui vous ont apporté de la joie dans la journée. Un trajet sans embouteillage, un message d'un ami, le fait d'avoir un toit sur la tête. Au début, cela peut sembler artificiel, mais avec le temps, votre cerveau se recalibre. Vous remarquerez de plus en plus ces instants, et votre humeur globale s'en trouvera transformée. La société nous pousse sans cesse à désirer plus, à comparer, à ressentir un manque. Les réseaux sociaux amplifient ce sentiment. On voit les highlights des autres et on oublie que personne ne vit une vie parfaite. La gratitude, c'est l'antidote à cette intoxication mentale. Elle vous rappelle que vous avez déjà assez, parfois même plus que beaucoup. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours davantage. Les bienfaits sont scientifiquement prouvés. Moins de stress, un meilleur sommeil, des relations plus apaisées. Mais au-delà de ces effets, la gratitude vous ancre dans le présent. Au lieu de ruminer le passé ou d'angoisser pour l'avenir, vous goûtez ce qui est là, maintenant. Les stoïciens appelaient cela l'instant présent, le seul moment où nous avons vraiment le pouvoir d'agir et d'être heureux. Un exercice puissant, la perte imaginaire. Supposez que demain, vous perdiez quelque chose que vous tenez pour acquis, votre vue, votre liberté de mouvement, une personne chère. Puis, visualisez le retrouver. Cette expérience mentale réveille une gratitude profonde, presque physique. Soudain, ce qui semblait normal devient un privilège. Essayez, vous ne verrez plus jamais votre quotidien de la même manière. La gratitude n'est pas réservée au grand bonheur. Elle se niche dans les détails, la chaleur d'une tasse entre vos mains, un éclat de rire partagé, le silence d'un matin calme. En vous attardant sur ces micro-plaisirs, vous construisez une résistance contre l'insatisfaction chronique. Vous réalisez que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle. Bien sûr, certains jours seront gris, et c'est normal. La gratitude stoïcienne ne consiste pas à ignorer la douleur, mais à ne pas la laisser effacer tout le reste. Même dans l'adversité, il existe des lueurs, une main tendue, une leçon apprise, votre propre courage. Les reconnaître, c'est garder la tête hors de l'eau. Alors, commencez aujourd'hui. Pas besoin d'attendre un succès éclatant ou une bonne nouvelle. Tournez-vous vers l'évidence. Votre cœur qui bat, l'air qui remplit vos poumons, les possibilités qui s'offrent à vous. Comme le disait Marc Aurèle, la vie, c'est ce que tu en fais. Choisissez d'y voir non pas un manque,
mais une abondance, et vous serez déjà plus libre. Habitude 3. Obstacle comme opportunité. Un vent violent arrache les feuilles mortes, mais polit les montagnes. Cette image résume l'essence de la philosophie stoïcienne face aux épreuves. Ce qui semble d'abord nous détruire devient paradoxalement ce qui nous sculpte. Les plus belles âmes ne sont pas celles qui ont évité les tempêtes, mais celles qui ont appris à danser sous la pluie en y trouvant une grâce insoupçonnée. Prenez l'histoire d'un diamant. Sa brillance naît de la pression extrême qu'il a subie pendant des millénaires. Sans cette compression douloureuse, il ne serait qu'un morceau de charbon ordinaire. Nous fonctionnons selon le même principe alchimique. Chaque non reçu, chaque porte qui se ferme, chaque rêve brisé contient en germe une redirection invisible vers ce qui nous correspond vraiment. Regardez un enfant apprendre à marcher. Il tombe 50 fois avant de réussir ses premiers pas. Pourtant, personne ne lui dit qu'il est un mauvais marcheur. Ces chutes ne sont pas des échecs, mais des étapes nécessaires. Pourquoi, devenus adultes, oublions-nous cette sagesse élémentaire? Le stoïcisme nous rappelle que l'expertise naît de l'accumulation d'erreurs bien comprises, tout comme une épée se forge en étant battue 1000 fois par le marteau. Il existe une étrange beauté dans les mécanismes de résilience. Quand un os se casse, il se reconstitue plus solide à l'endroit précis de la fracture. Notre psyché possède cette même capacité miraculeuse. Les blessures émotionnelles, quand nous leur permettons de cicatriser correctement, deviennent les points forts de notre architecture intérieure. Ce n'est pas malgré nos cicatrices que nous devenons forts, mais grâce à elles. Pensez aux grands inventeurs. Edison n'a pas échoué 1000 fois avant de créer l'ampoule, il a simplement trouvé 1000 manières de ne pas y parvenir. Chaque obstacle sur son chemin était en réalité un panneau indicateur lui disant « Essaie autrement ». Cette perspective transforme radicalement notre rapport aux difficultés. Ce qui compte n'est pas le nombre de fois où nous tombons, mais la qualité de ce que nous apprenons en nous relevant. La nature elle-même nous enseigne cette leçon en permanence. Une graine doit se laisser briser pour devenir arbre. Le ver à soi s'enferme dans l'obscurité avant de renaître papillon. Rien ne se transforme sans passer par une phase de désintégration. Nos vies suivent ce même rythme cosmique. Les périodes où tout semble s'effondrer sont souvent le prélude nécessaire à des recompositions plus lumineuses. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement, et c'est peut-être mieux ainsi. Comme les kintsugi japonais qui réparent les poteries brisées avec de l'or, nos parties fracturées deviennent alors nos plus belles caractéristiques. La douleur bien intégrée se mue en compassion. L'échec digéré devient humilité. La trahison surmontée se transforme en discernement. Rien ne se perd, tout se transmute. Imaginez un instant que votre vie soit un roman. Les chapitres les plus captivants ne seraient pas ceux où le héros se prélasse au soleil, mais ceux où il affronte ses démons intérieurs. Vos obstacles actuels sont peut-être en train d'écrire les passages qui rendront votre histoire vraiment inspirante. La grandeur ne réside pas dans l'absence de problèmes, mais dans la manière de les traverser. Quand vous regarderez en arrière dans quelques années, vous réaliserez souvent que vos plus grands bienfaits sont nés de situations que vous maudissiez sur le moment. Ce licenciement qui vous a poussé à créer votre entreprise. Cette rupture qui vous a conduit vers l'amour de votre vie. Cette maladie qui vous a appris à savourer chaque instant. Le destin écrit souvent ses plus beaux chapitres avec une encre qui nous semble d'abord amère. Alors la prochaine fois qu'un obstacle se dressera sur votre chemin, essayez ceci. Arrêtez-vous un instant et murmurez « merci ». Non pas par masochisme, mais parce que vous commencez à comprendre que la vie vous offre là une occasion déguisée de grandir. Comme le disait Sénèque, les difficultés fortifient l'esprit comme le travail fortifie le corps. Votre âme aussi a besoin de ces haltères invisibles pour se muscler. Habitude 4. Liberté vis-à-vis du jugement. Un arbre ne demande pas la permission de pousser. Un fleuve ne s'excuse pas de suivre son cours. Pourtant, nous, humains, passons souvent notre vie à chercher des approbations comme si notre valeur dépendait des applaudissements des autres. Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple mais révolutionnaire. Votre estime de soi ne devrait jamais être entre les mains d'autrui.
La vraie liberté commence quand on cesse de danser pour le public invisible qui habite notre tête. Combien de projets avez-vous abandonnés parce que « qu'en dira-t-on » ? Combien de silences avez-vous gardé par peur du regard des autres ? Nous vivons souvent comme des acteurs sur une scène, ajustant constamment notre jeu selon les réactions du public. Mais voilà le drame. Cette audience imaginaire n'existe pas. Chacun est trop occupé par son propre spectacle pour vraiment noter le vôtre. La libération stoïcienne consiste à réaliser que vous êtes à la fois l'acteur et le seul spectateur qui compte. Prenons un exemple concret. Vous décidez de changer de carrière pour suivre votre passion. Les réactions fusent « tu es fou de tout lâcher ». À ton âge, c'est trop risqué. Ces voix ne sont pas le problème. Le vrai danger, c'est quand ces phrases deviennent votre propre monologue intérieur. Les stoïciens enseignent à distinguer ce qui dépend de nous, nos choix, de ce qui n'en dépend pas, les réactions d'autrui. Votre pouvoir réside entièrement dans le premier domaine. Imaginez porter un t-shirt que vous adorez, puis croiser quelqu'un qui le trouve hideux. Deux options s'offrent à vous, soit vous rentrez changé et devenez esclave de chaque opinion, soit vous gardez votre t-shirt en réalisant que les goûts sont subjectifs. Cette métaphore s'applique à toutes vos décisions. Quand vous basez vos choix sur vos valeurs plutôt que sur les jugements changeants des autres, vous goûtez une sérénité inédite. Cette liberté a un prix. Acceptez de ne pas plaire à tout le monde. Mais quel marché étrange faisons-nous quand nous troquons notre authenticité contre une approbation temporaire ? Comme le disait Épictète, si quelqu'un te dit du mal de toi, ne te défends pas mais réponds, il ne connaît pas mes autres défauts, sans quoi il ne se serait pas limité à cela. L'humour stoïcien face à la critique révèle une profonde vérité. Ce que les autres pensent de vous les concerne plus que vous. Pratiquez cet exercice libérateur. Pendant une journée, notez chaque fois que vous modifiez votre comportement par crainte du jugement. Ce vêtement que vous n'osez pas porter, cette opinion que vous ne partagez pas, ce rire que vous retenez. Puis demandez-vous, en agissant ainsi, qui est-ce que je trahis ? Petit à petit, recommencez à vous faire confiance. Comme un muscle atrophié, votre autonomie morale a besoin d'entraînement pour se fortifier. Les réseaux sociaux ont exacerbé cette quête d'approbation, transformant nos vies en perpétuelles auditions. Mais souvenez-vous, les likes ne sont que des applaudissements enregistrés. Ils ne nourrissent pas l'âme. Les stoïciens de l'Antiquité n'avaient pas Instagram, mais ils connaissaient déjà ce piège. Marc Aurèle écrivait « Tout ce que tu entends est une opinion, pas un fait. Tout ce que tu vois est une perspective, pas la vérité. » Cette habitude ne signifie pas mépriser les autres ou vivre en ermite. Il s'agit simplement de recentrer votre boussole intérieure. Écouter les conseils? Oui. Être ouvert au feedback? Bien sûr. Mais faire dépendre vos décisions cruciales du vent changeant des opinions? Jamais. La maturité stoïcienne consiste à distinguer ce qui est constructif de ce qui n'est que bruit de fond. Vous découvrirez une ironie magnifique en pratiquant cette liberté. Plus vous arrêtez de courir après l'approbation, plus vous inspirez authentiquement les autres. Les gens sont attirés par ceux qui dansent au rythme de leur propre musique. Votre confiance tranquille, non arrogante mais ancrée, devient alors votre plus beau message au monde. Alors demain matin, quand vous vous regarderez dans le miroir, souvenez-vous, vous n'êtes pas une peinture qui doit plaire à chaque regard. Vous êtes une œuvre en devenir, répondant seulement à votre propre critère de vérité. Comme le disait Sénèque, la vie est comme une pièce de théâtre. Peu importe sa longueur, mais la qualité du jeu. Et le seul critique qui compte, c'est votre conscience. Habitude 5. Acceptation du changement. Un jour, un vieux sage demanda à son disciple « Que fais-tu quand une feuille tombe de l'arbre ?» Le disciple répondit « Je la ramasse. » Le sage sourit « Et que fais-tu quand 1000 feuilles tombent ?» Le disciple resta silencieux. La leçon? Nous passons notre vie à vouloir ramasser les feuilles qui tombent au lieu d'apprendre à danser avec l'automne. Le stoïcisme nous enseigne cette sagesse pratique. Le changement n'est pas un ennemi à combattre, mais une danse à laquelle nous sommes tous invités. Observez la nature. Les saisons ne résistent pas à leur propre transformation.
L'arbre ne s'accroche pas désespérément à ses feuilles en septembre. Le fleuve accepte sans protestation les méandres de son cours. Pourtant, nous, humains, dépensons une énergie folle à vouloir figer le temps, à maintenir artificiellement ce qui est voué à évoluer. Combien de souffrances naissent de ce refus obstiné de lâcher prise? Imaginez-vous sur un radeau au milieu d'une rivière. Vous avez deux choix, soit vous agrippez aux branches en criant « Je ne veux pas aller là-bas », soit vous laissez porter tout en gardant la main sur le gouvernail. La vie fonctionne exactement ainsi. Le stoïcisme ne prône pas la passivité, mais cette alchimie subtile entre acceptation et action. Reconnaître ce qu'on ne peut changer tout en influençant ce qui est dans notre pouvoir. Nous idolâtrons la stabilité comme si elle était synonyme de bonheur. Mais regardez les enfants, ils s'émerveillent des vagues précisément parce qu'elles ne sont jamais les mêmes. Leur secret? Ils n'ont pas encore appris à craindre l'inconnu. Quel paradoxe! Nous pleurons la disparition de ce qui nous a ennuyés hier. Le changement est douloureux non pas en lui-même, mais dans notre résistance à lui. Pratiquez cet exercice. Chaque matin, dites-vous « Aujourd'hui, quelque chose va m'échapper ». Pas comme une menace, mais comme une évidence libératrice. Votre corps vieillit, vos relations évoluent, vos projets prennent des tournants inattendus. En anticipant cette fluidité, vous développez une agilité mentale qui transforme chaque surprise en opportunité. Les stoïciens appelaient cela l'amor fati, aimer son destin, quel qu'il soit. Nos plus grandes peurs, vieillir, perdre, échouer, révèlent en réalité une méconnaissance fondamentale de la vie. Tout comme on ne peut retenir son souffle indéfiniment sans étouffer, on ne peut figer son existence sans la tuer lentement. Les crises, les bouleversements, les fins inattendues sont souvent les accouchements douloureux de nouveaux commencements que nous n'aurions pas osé choisir. Pensez aux plus belles histoires que vous connaissez. Aucune ne raconte « tout resta exactement pareil pour toujours ». Les héros se transforment, les situations basculent, l'inattendu surgit. Votre vie suit le même scénario. Le stoïcisme vous propose simplement de passer du statut de victime passive à celui d'auteur conscient de votre propre transformation. Quand vous sentez la résistance monter face à un changement, essayez ceci, fermez les yeux et imaginez-vous dans 5 ans. Cette situation qui vous trouble aujourd'hui sera-t-elle encore si importante? Probablement pas. Ce recul instantané révèle une vérité apaisante. Nous survivons à tous les changements que nous redoutons. Souvent même, nous en sortons grandis, comme le bambou qui plie sous la tempête mais ne rompt pas. La véritable sagesse ne consiste pas à tout prévoir, mission impossible, mais à développer une confiance fondamentale en votre capacité à naviguer dans l'imprévu. Comme un surfeur qui ne contrôle pas les vagues mais apprend à les chevaucher, vous découvrirez que la flexibilité est une force bien plus puissante que le contrôle. Alors la prochaine fois que la vie vous soufflera « tout change », au lieu de serrer les dents, murmurez « et alors ?» Car au fond, le changement n'est que la preuve que vous êtes vivant. Et cette danse perpétuelle, une fois acceptée, devient la plus belle chorégraphie qui soit. Comme l'écrivait Marc Aurèle, ce qui fait obstacle devient chemin. Lâchez les feuilles mortes, et vous découvrirez la légèreté de ceux qui savent s'abandonner au flux de la vie. Habitude 6. Focus sur le contrôle personnel. Imaginez que vous êtes dans un bateau en pleine tempête. Les vagues s'écrasent autour de vous, le vent hurle et la pluie fouette votre visage. Vous ne pouvez pas contrôler la tempête, mais vous pouvez tenir fermement la barre. C'est exactement ce que les stoïciens nous enseignent. Concentrez-vous sur ce qui dépend de vous et lâchez prise sur le reste. Combien de fois vous êtes-vous épuisé à vouloir changer des choses hors de votre pouvoir? Un collègue difficile, les embouteillages, une météo capricieuse. Tout cela échappe à votre volonté. Pourtant, nous gaspillons souvent notre énergie à râler, à stresser ou à essayer de tout contrôler. Résultat, moins de paix intérieure, plus de frustration. Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple. Notre vrai pouvoir réside dans nos choix et nos réactions. Vous ne pouvez pas décider si quelqu'un vous critique, mais vous pouvez choisir de ne pas en faire un drame. Vous ne maîtrisez pas les retards de train, mais vous pouvez en profiter pour lire ou méditer. En recentrant votre attention sur ce que vous pouvez influencer,
vous reprenez le contrôle de votre bien-être. Prenons un exemple concret. Au travail, votre patron est de mauvaise humeur. Vous pourriez ruminer toute la journée en vous demandant pourquoi, ou pire, croire que c'est de votre faute. Mais en réalité, son humeur ne vous appartient pas. Ce qui vous appartient, c'est votre façon d'y répondre. Restez professionnel, ne pas prendre les choses personnellement et gardez votre calme. Épicète, un grand philosophe stoïcien, disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais les jugements qu'ils portent sur eux. Autrement dit, c'est notre interprétation des choses qui crée notre souffrance, pas les choses elles-mêmes. En travaillant sur nos perceptions, nous transformons notre expérience du monde. Pratiquer ce focus demande un effort conscient. Quand une situation vous stresse, posez-vous cette question. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, respirez profondément et laissez aller. Si la réponse est oui, agissez avec calme et détermination. Petit à petit, cette habitude deviendra naturelle et votre mental s'allégera. Certains croient que cette philosophie encourage la passivité. C'est tout le contraire. Il ne s'agit pas de subir, mais de diriger votre énergie là où elle a un impact. Au lieu de vous battre contre des moulins à vent, vous construisez une vie alignée avec vos valeurs. Vous devenez plus efficace, parce que vous cessez de disperser vos forces. Observez les gens sereins autour de vous. Vous remarquerez qu'ils ne sont pas ceux qui contrôlent tout, mais ceux qui savent faire la différence entre ceux qui méritent leur attention et ceux qui ne le méritent pas. Ils investissent leur temps dans des relations enrichissantes, des projets porteurs et des pensées utiles. Le reste, ils l'acceptent sans lutte inutile. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Nos émotions nous poussent souvent à réagir impulsivement. Mais chaque fois que vous résistez à cette tentation, vous musclez votre self-control. Comme un jardinier qui arrose ses plantes plutôt que les mauvaises herbes, nourrissez ce qui vous fait grandir et ignorez ce qui vous draine. En fin de compte, cette habitude stoïcienne est un cadeau que vous vous faites, celui de vivre plus léger, plus libre et plus en paix. La prochaine fois qu'une situation vous échappe, souriez intérieurement et dites-vous « Je choisis où mettre mon énergie ». Votre sérénité n'en sera que plus forte. Habitude 7. Vivre l'instant présent. Le temps est une matière étrange. Nous passons nos jours à regretter le passé ou à anticiper l'avenir, comme si le présent n'était qu'une simple étape vers autre chose. Pourtant, la seule réalité tangible est ce moment précis, celui que vous vivez maintenant. Les stoïciens l'avaient bien compris. La paix intérieure se trouve dans l'acceptation et la pleine conscience de l'instant. Regardez un enfant jouer. Il ne pense pas à ce qu'il fera demain, ni à ce qu'il a fait hier. Il est totalement absorbé par son jeu, par cette joie simple et immédiate. Nous avions tous cette capacité naturelle, que nous avons peu à peu perdue sous le poids des responsabilités et des soucis. La bonne nouvelle, nous pouvons la retrouver. L'anxiété naît souvent de notre tendance à projeter notre esprit dans des scénarios qui n'existent pas encore. Et si je perds mon emploi? Et si ma relation échoue? Ces questions créent des souffrances imaginaires. Le remède est simple, bien que difficile à appliquer. Ramenez constamment son attention à ce qui se passe ici et maintenant. Essayez cet exercice. Arrêtez-vous quelques instants et observez ce qui vous entoure. Les sons, les odeurs, les sensations physiques. Remarquez comment votre respiration entre et sort naturellement. Dans ces moments, il est impossible d'être à la fois pleinement présent et anxieux. L'esprit ne peut se concentrer sur deux choses à la fois. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, pratiquait régulièrement cette attention au présent. Il se rappelait que chaque journée était une vie en miniature, avec son propre début, son milieu et sa fin. En considérant chaque jour comme une entité complète, il évitait de se perdre dans des projections inutiles vers le futur. La vie moderne nous pousse constamment à faire plusieurs choses à la fois. Nous mangeons en regardant notre téléphone, nous marchons en planifiant notre journée, nous parlons avec des amis tout en pensant à nos problèmes. Cette dispersion mentale nous épuise et nous empêche de goûter la richesse de chaque expérience. Pratiquer la présence ne signifie pas renoncer à toute planification. Il s'agit simplement de ne pas laisser ces projections mentales voler la joie de l'instant.
Quand vous mangez, goûtez vraiment votre nourriture. Quand vous marchez, sentez le mouvement de votre corps. Quand vous parlez à quelqu'un, écoutez-le vraiment. Vous remarquerez rapidement que les moments les plus heureux de votre vie sont ceux où vous étiez complètement présent. Une conversation profonde, une activité qui vous passionne, un coucher de soleil qui vous a émerveillé. Ces expériences ont en commun votre attention totale, sans distraction. Commencez petit. Choisissez une activité quotidienne simple. Vous lavez les mains, boire un café, monter un escalier et faites-en un exercice de pleine conscience. Peu à peu, cette attention au présent deviendra une habitude naturelle, transformant votre rapport au temps et à l'existence. En cultivant cette présence, vous découvrirez que la vie devient plus intense, plus riche, plus vivante. Les petites choses prennent une nouvelle saveur, les relations deviennent plus authentiques. Le présent cesse d'être un simple passage entre hier et demain pour devenir le lieu véritable où se déploie toute votre existence. Imaginez votre esprit comme un voilier. Quand il s'échappe vers le passé ou l'avenir, il tangue au gré des vagues de regrets ou d'inquiétude. Mais quand il reste ancré dans l'instant, il trouve son équilibre. Cette stabilité intérieure, c'est précisément ce que le stoïcisme nous invite à cultiver. Nos sociétés modernes nous conditionnent à toujours courir après la prochaine chose. Nous scrollons sur nos téléphones pendant les repas, écoutons des podcasts en marchant, rêvassons pendant les réunions. Cette dispersion constante nous éloigne de la seule réalité qui existe vraiment, l'expérience immédiate que nous vivons à chaque seconde. La nature nous donne pourtant d'excellents modèles de présence. Observez un chat. Quand il se repose au soleil, il ne pense pas à sa prochaine chasse. Quand il joue, il est tout entier dans son jeu. Les animaux n'ont pas besoin de méditation pour être présents. Ils le sont naturellement. Nous aussi, nous possédions cette capacité avant de la perdre dans le tourbillon de nos pensées. Quand vous vous surprenez à ruminer le passé ou à anticiper l'avenir, posez-vous cette question simple. Est-ce que cette pensée m'aide en ce moment précis? Dans 90% des cas, la réponse est non. Ces projections mentales ne servent qu'à vous épuiser. Le remède? Recentrez-vous sur vos sensations physiques immédiates. Le contact de vos pieds avec le sol, le mouvement de votre respiration. Beaucoup croient que vivre dans le présent signifie faire fi de toute planification. C'est une erreur. Il s'agit simplement de distinguer deux choses. Préparer l'avenir quand c'est nécessaire et s'inquiéter inutilement. La première attitude est utile. La seconde vous vole votre énergie et votre joie de vivre. La présence à l'instant transforme même les activités les plus banales. Prendre une douche peut devenir une expérience sensorielle riche si vous y portez attention. Manger un fruit peut se muer en moment de pur plaisir si vous prenez le temps d'en apprécier chaque saveur. C'est là toute la magie de l'attention. Elle alchimise le quotidien. Nos ancêtres stoïciens pratiquaient cette présence sans même connaître le terme de pleine conscience. Pour eux, il s'agissait simplement de vivre en accord avec la nature, y compris leur propre nature humaine. Quand nous sommes présents, nous sommes plus proches de notre essence véritable, moins prisonniers des constructions mentales superflues. Essayez cet exercice simple. Chaque heure, prenez 30 secondes pour observer votre environnement comme si vous le découvriez pour la première fois. Notez 3 détails que vous n'aviez pas remarqués auparavant. Ce petit rituel vous ancrera dans l'ici et maintenant, tout en aiguisant votre capacité d'émerveillement. Les émotions difficiles perdent souvent de leur intensité quand nous les observons avec présence. Au lieu de dire « je suis anxieux », dites « je remarque une sensation d'anxiété ». Ce simple décalage crée un espace entre vous et l'émotion, vous permettant de ne plus vous identifier à elle. C'est l'un des grands pouvoirs de la présence. En fin de compte, vivre l'instant présent n'est pas une technique compliquée. C'est un retour à la simplicité originelle de l'expérience humaine. Chaque respiration, chaque pas, chaque regard peut devenir une occasion de se reconnecter à cette sagesse fondamentale. La vie ne se déroule nulle part ailleurs qu'ici et maintenant. Quand vous vous coucherez ce soir, au lieu de ressasser votre journée ou d'anticiper demain, prenez simplement conscience du contact de votre corps avec le matelas. Écoutez les sons autour de vous. Laissez venir le sommeil naturellement, en accord avec le rythme du moment présent.
C'est dans ces instants apparemment simples que réside souvent la plus grande paix. La présence n'exige pas de conditions particulières. Elle est disponible à chaque instant, qu'il s'agisse d'un repas entre amis ou de faire la vaisselle. Plus vous pratiquerez cet ancrage dans l'instant, plus vous découvrirez que la vie ordinaire recèle une extraordinaire profondeur. C'est le cadeau le plus précieux que vous puissiez vous offrir. Habitude 8. Développer l'autodiscipline. Imaginez un pont suspendu. Ce qui le rend solide, ce ne sont pas quelques câbles énormes, mais des milliers de petits fils tressés ensemble. Votre discipline intérieure fonctionne de la même manière. Ce ne sont pas les grands gestes occasionnels, mais les petites actions répétées chaque jour qui forgent une volonté inébranlable. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie liberté ne vient pas de faire tout ce qui nous passe par la tête, mais de maîtriser nos impulsions. Quand vous vous levez tôt alors que vous pourriez rester au lit, quand vous choisissez de lire plutôt que de scroller sans fin, vous renforcez ce muscle invisible qu'est votre self-control. Commencez par des engagements modestes mais inébranlables. 10 pages de lecture chaque matin. 15 minutes de marche quotidienne. 5 minutes de méditation avant de dormir. Ces petits rituels semblent insignifiants, mais leur puissance réside dans leur régularité. Comme des gouttes d'eau qui finissent par creuser la pierre. Observez les personnes que vous admirez pour leur discipline. Vous découvrirez qu'elles n'ont pas une volonté surhumaine, mais des systèmes simples qu'elles respectent religieusement. Elles comprennent que la motivation va et vient, mais que l'habitude, elle, reste. C'est cette sagesse pratique que les stoïciens cultivaient. Les obstacles apparaîtront forcément. Un jour sans envie, une semaine chargée, une baisse d'énergie. C'est précisément dans ces moments que votre discipline prend tout son sens. Continuez malgré tout, pas par obligation, mais parce que vous savez que c'est bon pour vous. Comme un jardinier qui arrose ses plantes même quand il n'en a pas envie. Votre environnement joue un rôle crucial. Supprimez les tentations inutiles. Mettez un livre sur votre oreiller pour le soir. Préparez vos vêtements de sport la veille. Ces petits arrangements avec vous-même créent ce que les stoïciens appelaient une vie en accord avec la nature, une existence où vos actions suivent vos valeurs profondes. Notez vos progrès, même minimes. Pas pour vous juger, mais pour observer objectivement votre parcours. Le simple fait d'écrire « lu 10 pages ce matin » ou « méditer 5 minutes » crée une boucle vertueuse. Vous prenez conscience que chaque effort, aussi petit soit-il, compte. La discipline ne doit pas devenir une prison. Si vous ratez un jour, recommencez le lendemain sans vous flageller. Les stoïciens parlaient de progrès continu, pas de perfection. L'important est de garder le cap général, pas d'être impeccable à chaque instant. Avec le temps, vous remarquerez un changement profond. Ce qui demandait un effort conscient devient naturel. Vous développez ce que les anciens appelaient « arrête », l'excellence morale. Non pas pour impressionner les autres, mais pour être en paix avec vous-même. En fin de compte, l'autodiscipline est un acte d'amour envers soi. Chaque petit effort est un cadeau que vous faites à votre futur vous. Pas besoin de transformation radicale. Juste des pas constants, comme un fleuve qui creuse tranquillement son lit, jour après jour, jusqu'à devenir irrésistible. La discipline commence là où la motivation s'arrête. Ce n'est pas une question de volonté brute, mais de structure. Imaginez un escalier. Chaque petite marche franchie régulièrement vous élève sans effort apparent. Le secret? Ne pas attendre d'en avoir envie, mais simplement commencer, aussi modestement que nécessaire. Nos ancêtres stoïciens comparaient l'esprit à un jardin. Sans entretien régulier, les mauvaises herbes de la procrastination et de la paresse envahissent tout. Mais 5 minutes d'arrosage quotidien, lecture, écriture, exercice, suffisent à cultiver des plantes robustes. L'effort semble dérisoire sur le moment, mais ses fruits sont immenses. Le piège serait de vouloir tout changer d'un coup. Résolution trop ambitieuse, objectif irréaliste. Ces approches mènent droit à l'échec. La sagesse antique recommande plutôt la méthode des petits pas, améliorer juste 1% chaque jour. Dans un an, vous aurez progressé de 3650% sans avoir jamais ressenti l'effort.
Votre pire ennemi? L'exception permanente. Aujourd'hui je peux faire une entorse, demain je serai strict. Ce raisonnement vous affaiblit à chaque fois. Les stoïciens pratiquaient au contraire la constance. Mieux vaut méditer 1 minute chaque jour sans faille qu'1 heure de temps en temps. C'est la régularité qui forge le caractère. Créez des rituels immuables. Pas besoin de longues heures. Quelques minutes consacrées chaque jour à votre développement suffisent. L'écriture matinale, une marche contemplative, la relecture d'un texte inspirant. Ces ancres quotidiennes structurent votre journée et votre esprit bien plus que vous ne l'imaginez. Les obstacles sont inévitables, mais révélateurs. Une journée chargée, une fatigue soudaine. Ces moments testent votre engagement réel. Le stoïcisme nous enseigne à les voir non comme des échecs potentiels, mais comme des occasions de renforcer notre détermination. C'est dans l'adversité que la discipline prend tout son sens. Votre environnement doit travailler pour vous, pas contre vous. Placez un livre sur votre table de nuit, préparez vos affaires de sport la veille, supprimez les applications chronophages. Ces petits aménagements réduisent la résistance au changement. Les philosophes antiques s'étaient construits des espaces propices à la vertu. Faites de même. Tenez un journal de bord sobre. Pas de grands discours, juste des notes factuelles. Lus 10 pages, méditez 5 minutes. Ce suivi objectif crée une boucle vertueuse. Vous visualisez concrètement votre progression et chaque entrée devient une preuve tangible de votre engagement. Soyez bienveillant mais ferme avec vous-même. Un jour sans pratique, reprenez simplement le lendemain sans culpabilité. Les stoïciens parlaient de persévérance, pas de perfection. L'important n'est pas d'être irréprochable, mais de toujours revenir à l'effort après les écarts. Avec le temps, vous observerez un phénomène étonnant. Ce qui demandait un effort conscient devient une seconde nature. Votre esprit s'est réorganisé en silence. Comme un muscle invisible, votre discipline s'est renforcée à votre insu. C'est alors que vous comprenez vraiment ce que voulaient dire les anciens. La liberté naît de la maîtrise de soi. Cette transformation silencieuse est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Non pas pour briller aux yeux des autres, mais pour gagner cette paix intérieure qui vient du savoir profond. Vous êtes capable de vous tenir à ce qui compte vraiment. Jour après jour, pas à pas, vous devenez l'architecte de votre propre excellence. Habitude 9. Mémoire de la mort. La mort n'est pas un sujet macabre, mais le meilleur rappel à l'essentiel. Imaginez regarder votre vie depuis votre dernier jour. Qu'est-ce qui comptera vraiment? Cette simple question dissipe comme par magie les futilités et recentre sur ce qui a du sens. Les stoïciens pratiquaient cet exercice non par morbidité, mais comme un antidote puissant contre la procrastination et les faux-semblants. Chaque matin, en vous levant, prenez 30 secondes pour visualiser que ce jour pourrait être votre dernier. Non pas pour vous terrifier, mais pour en extraire toute la saveur. Ce café que vous buvez machinalement, ces rires partagés avec un collègue, cette lumière du soleil sur votre visage. Tout prend soudain une valeur inestimable. La conscience de notre finitude est paradoxalement ce qui donne toute sa valeur au présent. Nos vies modernes sont remplies de distractions qui nous éloignent de cette vérité fondamentale. Nous reportons nos rêves à un jour, nous gaspillons notre temps dans des querelles insignifiantes, nous nous perdons dans des détails qui n'auront aucune importance à leur finale. Memento Mori n'est pas une pensée triste, mais un rappel libérateur. Est-ce que cela comptera dans 5 ans? Les grands créateurs, artistes et penseurs qui ont marqué l'histoire avaient souvent cette conscience aiguë du temps limité. Ils ne disaient pas « je ferai demain », mais « je commence aujourd'hui ». Cette urgence tranquille est le cadeau paradoxal de la mortalité. Elle nous pousse à agir maintenant plutôt qu'à remettre à plus tard ce qui compte vraiment pour nous. Pratiquez cet exercice simple. Chaque soir, notez une chose que vous avez faite qui en valait vraiment la peine et une autre qui fut du temps perdu. Sans jugement, juste avec l'honnêteté de quelqu'un qui sait que ses jours sont comptés. Progressivement, vous alignerez naturellement vos actions sur ce qui a du sens profond pour vous. La peur de la mort disparaît quand on a vraiment vécu. Ceux qui regrettent le moins leur fin approchante sont ceux qui peuvent dire « je n'ai rien laissé en route ». Ils ont aimé à cœur ouvert,
créer sans retenue, donner sans compter. En vivant chaque jour comme s'il pouvait être le dernier, on finit par n'avoir plus peur du dernier. Cette pratique stoïcienne transforme radicalement nos priorités. Les conflits inutiles perdent de leur importance, l'authenticité devient naturelle, les moments partagés prennent une saveur particulière. On cesse de jouer un rôle pour commencer à vivre selon ses valeurs profondes, sans attendre une hypothétique « bonne occasion ». Vos relations en seront transformées. Quand on sait que chaque conversation pourrait être la dernière, on écoute vraiment. On ose dire « je t'aime » plus souvent. On pardonne plus facilement. On choisit la bienveillance plutôt que d'avoir raison. La mortalité nous rappelle que nous sommes tous dans le même bateau. Fragile, temporaire et profondément connectés. Appliquez ce principe à vos projets. Si vous n'aviez plus qu'un an à vivre, que commenceriez-vous immédiatement? Ce n'est pas une question théorique, mais un filtre puissant pour distinguer ce qui compte vraiment de ce qui ne mérite pas votre énergie. Souvent, la réponse est déjà en vous, cachée sous des couches de « il faudrait » et de « un jour peut-être ». En fin de compte, Memento Mori est une invitation à vivre pleinement, pas à craindre la fin. C'est l'antidote le plus puissant contre une vie de regret. Quand la mort devient votre conseillère secrète, chaque choix gagne en clarté, chaque instant en intensité, chaque relation en profondeur. Voilà le paradoxe ultime. Ce n'est qu'en acceptant notre finitude que nous pouvons vraiment commencer à vivre. La mort n'est pas l'ennemi de la vie, mais sa grande enseignante. Comme un sablier invisible, elle nous rappelle que chaque grain de temps est précieux. Les stoïciens gardaient ce souvenir non comme une menace, mais comme une boussole intérieure. Ce n'est pas la quantité de nos jours qui compte, mais la qualité avec laquelle nous les vivons. Imaginez tenir dans votre main une poignée de sable représentant votre temps restant. Chaque grain qui s'échappe est un jour qui ne reviendra pas. Cette image n'a pas pour but de vous angoisser, mais de vous réveiller. Combien de ces grains précieux gaspillez-vous dans des rancunes, des peurs ou des attentes vaines? La mortalité nous apprend l'art du dépouillement existentiel. Nos ancêtres plaçaient souvent un crâne sur leur bureau ou portaient une bague gravée d'un symbole mortuaire. Ces Memento Mori n'étaient pas des accessoires sinistres, mais des rappels bienveillants. Ils murmuraient « Ce que tu fais en ce moment, en vaut-il la peine ?» Aujourd'hui, nous pouvons trouver nos propres rappels discrets. Une alarme quotidienne, un fond d'écran, un petit objet symbolique. La société moderne nous berce d'illusions d'immortalité. Nous agissons comme si nous avions un temps infini devant nous. Pourtant, regardez autour de vous. Chaque être vivant finit par retourner à la Terre. Cette vérité universelle devrait nous unir dans une fraternité silencieuse. Savoir que nous partageons tous le même destin adoucit nos cœurs et dissipe nos divisions futiles. Quand la peur de la mort vous effleure, retournez-la comme une médaille. Au Verseau se trouve une question précieuse. Si c'était ma dernière année, comment la vivrais-je différemment? Les réponses qui surgissent révèlent vos véritables priorités. Souvent, il ne s'agit pas de choses spectaculaires, mais de simplicité, de présence et de relations authentiques. La conscience de notre finitude agit comme un filtre puissant. Elle nous aide à distinguer l'essentiel du superflu. Ce conflit professionnel qui vous tourmente, cette accumulation matérielle obsessionnelle, ces peurs qui vous paralysent, à la lumière de la mortalité, tout cela retrouve souvent ses justes proportions. La mort nous apprend l'art du lâcher-prise. Beaucoup redoutent cette réflexion, craignant qu'elle ne les plonge dans l'angoisse. C'est l'inverse qui se produit généralement. Comme un médicament amer mais salutaire, la pensée de la mort guérit bien des maux existentiels. Elle nous libère des attentes sociales, des poursuites vaines et nous ramène à notre vérité intérieure. Pratiquez cet exercice. Une fois par semaine, écrivez une lettre à vous-même comme si c'était la dernière. Quels conseils vous donneriez-vous? Quels regrets voudriez-vous éviter? Quels mots d'amour n'avez-vous pas encore dit? Ces lettres deviendront peu à peu un précieux journal de bord existentiel, traçant votre chemin vers une vie plus alignée. La mort nous apprend aussi l'art de conclure. Combien de relations traînons-nous par habitude? Combien de projets inachevés encombrent notre esprit? Faire la paix avec nos fins, petites et grandes, est un acte de sagesse.
Parfois, fermer un chapitre avec conscience permet d'ouvrir le suivant plus librement. En intégrant Memento Mori dans votre quotidien, vous découvrirez un paradoxe. Plus vous acceptez votre mortalité, plus vous goûtez intensément à la vie. Les couleurs semblent plus vives, les rencontres plus précieuses, les moments simples plus riches. Ce n'est pas un hasard si ceux qui ont frôlé la mort parlent souvent ensuite d'une seconde naissance. Votre mortalité n'est pas une erreur de l'univers, mais ce qui donne son prix à votre existence. Comme le cadre autour d'un tableau, elle délimite et magnifie l'œuvre de votre vie. En embrassant cette vérité, vous cesserez de survivre pour commencer vraiment à vivre. Non pas dans la peur, mais dans une gratitude émerveillée pour le miracle éphémère que vous êtes. La prochaine fois que vous verrez un coucher de soleil, souvenez-vous, vous ne verrez jamais deux fois exactement les mêmes couleurs. Cette beauté unique et fugace est le reflet de votre propre existence. Le Memento Mori, au final, n'est rien d'autre qu'un appel à l'émerveillement, une invitation à danser avec la vie en sachant que la musique ne durera pas éternellement. Habitude 10. Pratiquer la compassion et l'empathie. Il existe une vieille légende sur deux déserts séparés par une montagne. Le premier désert pleurait « Personne ne comprend ma sécheresse ». Le second soupirait « Nul ne ressent ma solitude ». Un jour, une pluie fine traversa la montagne, mouillant les deux sables arides. C'est ainsi que naquit le premier oasis. Cette eau bienfaisante, c'est la compassion stoïcienne. Cette pluie qui traverse les barrières pour relier ce qui semblait séparé. Nous marchons tous avec des boiteries invisibles. L'homme qui te bouscule dans le métro porte peut-être un deuil récent. La femme qui sourit trop fort au bureau cache sans doute une angoisse ancienne. Le stoïcisme nous invite à un exercice révolutionnaire, voir derrière les apparences sociales ces fragilités universelles. Non par pitié condescendante, mais par cette reconnaissance humble. Là où tu trembles, j'ai tremblé aussi. Un maître zen disait à son disciple, « Quand tu pointes un doigt vers autrui, 3 doigts pointent vers toi. » Cette sagesse vaut pour la compassion. Chaque fois que tu juges sévèrement un comportement, demande-toi, dans quelles circonstances pourrais-je agir pareil? Cette simple rotation de perspective transforme les critiques en ponts. La colère devient compréhension, l'impatience se mue en patience. Marc Aurèle écrivait chaque matin, « Aujourd'hui, je rencontrerai des gens ingrats, arrogants, malhonnêtes. Mais ils en sont là parce qu'ils ignorent le bien du mal. » Cette préparation stoïcienne n'est pas une excuse pour les mauvais comportements, mais un rappel que toute blessure infligée par autrui est d'abord le symptôme de sa propre souffrance intérieure. Pratique l'écoute comme on pratique la méditation. Quand quelqu'un te parle, ne prépare pas ta réponse. Laisse ces mots résonner en toi comme des cailloux dans un puits. Entends non seulement ce qu'il dit, mais ce qu'il ne dit pas. Ces silences entre les mots qui parlent souvent plus fort que les phrases. Cette qualité d'attention devient alors un baume miraculeux pour les âmes meurtries. Il existe une compassion superficielle qui dit « Je sais ce que tu ressens » et une compassion véritable qui murmure « Aide-moi à comprendre ». La première enferme l'autre dans nos projections, la seconde lui offre l'espace pour exister tel qu'il est. Le paradoxe stoïcien, plus nous reconnaissons l'infranchissable distance entre les expériences humaines, plus nous pouvons véritablement nous rencontrer. Un vieux médecin de campagne racontait « Je soigne parfois avec des médicaments, souvent avec des paroles, mais toujours avec ma présence. » Ta simple disponibilité attentive peut devenir une île de calme dans la tempête d'autrui. Pas besoin de solutions toutes faites ni de grands discours. Parfois, le plus profond réconfort réside dans ces mots. Je ne sais pas quoi dire, mais je suis heureux que tu me le partages. La compassion devient complète quand elle inclut celui qui semble indigne d'amour. Le voisin raciste, le collègue manipulateur, l'ami qui t'a trahi. Tous sont des maîtres involontaires qui t'enseignent l'art difficile d'aimer sans condition. Comme le disait Sénèque, si tu veux être aimé, aime. Non pas pour changer l'autre, mais pour ne pas laisser sa noirceur éteindre ta lumière. Terminons par cette image. Un sculpteur travaille un bloc de marbre. « Comment crées-tu de si belles statues » lui demande-t-on. Il répond « J'enlève simplement tout ce qui n'est pas la statue. » La compassion agit de même.
Elle retire tout ce qui n'est pas l'humain essentiel. Nos jugements, nos peurs, nos préjugés. Ce qui reste alors, cette étincelle divine que les stoïciens appelaient logo et que nous pourrions simplement nommer aujourd'hui notre humanité partagée. Alors demain, quand tu croiseras un inconnu, rappelle-toi. Son histoire est aussi complexe que la tienne, ses blessures aussi réelles, ses espoirs aussi vibrants. Et dans cet espace de reconnaissance mutuelle, tu découvriras le secret le mieux gardé du stoïcisme. Nous ne sommes jamais aussi libres que lorsque nous choisissons volontairement de nous relier. Chaque matin en te réveillant, tu pourrais faire ce vœu simple. Aujourd'hui, je choisirai la compréhension plutôt que le jugement. Pas besoin de grands gestes, un regard patient à la boulangerie, une écoute vraie dans l'ascenseur suffisent. Ces micro-moments de présence tissent une toile invisible de bienveillance autour de toi. L'empathie fonctionne comme un muscle. Plus on l'exerce, plus elle se développe naturellement. Commence par des situations neutres, observe les inconnus dans la rue et imagine leur histoire. Ce vieil homme qui marche lentement, peut-être est-il un ancien professeur? Cette jeune femme pressée, peut-être court-elle vers un rendez-vous important? Cet exercice ouvre le cœur sans effort. Quand une interaction te laisse irrité, respire profondément et demande « Quelle part de moi réagit ainsi ?» Souvent, ce qui nous agace chez autrui reflète une blessure non guérie en nous. Le stoïcisme nous enseigne à transformer les conflits en miroirs. Chaque friction devient alors une occasion de mieux se connaître. La véritable compassion inclut aussi les personnes difficiles. Imagine le tyran de bureau comme un enfant blessé, l'agresseur comme un être terrorisé. Cela ne justifie pas leurs actes, mais permet de répondre sans être consumé par la colère. Comme disait Marc Aurèle, la meilleure revanche est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Pratique l'art du questionnement bienveillant. Au lieu d'affirmer « tu as tort », demande « qu'est-ce qui t'amène à cette conclusion ?» Ce simple changement de langage désamorce les tensions et crée un espace pour un vrai dialogue. La vérité n'a pas besoin de force pour s'imposer, elle a besoin d'écoute pour être entendue. Quand tu te sens submergé par la souffrance du monde, rappelle-toi. Tu n'es pas responsable de toutes les douleurs, seulement de ta réponse à celles que tu croises. Comme un phare qui ne peut éclairer tout l'océan mais guide les navires à portée de sa lumière, concentre-toi sur l'impact possible plutôt que sur l'impuissance apparente. Crée des rituels de reconnexion. Avant de dormir, revisite mentalement 3 moments où tu as senti de la gratitude ou de la compassion dans ta journée. Ces petites graines, arrosées régulièrement, finiront par fleurir naturellement dans ton quotidien. La bonté se cultive plus qu'elle ne s'improvise. Dans les moments de tension, utilise ce mantra stoïcien. Ceci aussi passera. Applique-le aussi bien à tes propres émotions qu'aux comportements désagréables des autres. Cette perspective temporelle apaise immédiatement. Rien n'est figé, tout évolue, et demain apportera son lot de nouvelles possibilités. Souviens-toi que la compassion la plus difficile et la plus nécessaire est celle envers toi-même. Tes échecs, tes doutes, tes imperfections méritent la même tendresse que tu offrirais à ton meilleur ami. Personne ne devient sage en se flagellant. La croissance vient de l'acceptation bienveillante de là où l'on se trouve. Enfin, garde en cœur cette vérité simple. Chaque acte de compassion, aussi minime soit-il, envoie des ondes dans l'océan de l'humanité. Tu ne verras peut-être jamais leurs effets, mais sois certain qu'elles atteignent des rivages lointains. Comme le disait Sénèque, aucune lumière n'est trop petite pour éclairer l'obscurité. Ta bienveillance compte plus que tu ne peux l'imaginer.